Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents pour ce nouveau webinaire organisé par ESA Alumni et IHEC Global Network. À travers cette rencontre, les deux réseaux alumni majeurs des écoles de management en Algérie réunissent leur communauté et leur expertise afin de proposer un regard croisé sur les spécificités du marché algérien et sur les comportements des consommateurs. Notre thème d'aujourd'hui, comment gagner la confiance du consommateur algérien lorsque les données se font rares. Donc, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Hichem Bab Ahmed, membre d'IHEC Global Network, spécialiste de la data et de l'analyse des marchés, fort de près de 20 années d'expérience. Il nous aidera à mieux comprendre les attentes des consommateurs algériens et les méthodes permettant de prendre des décisions pertinentes lorsque les données sont disponibles, sont rares, fragmentées ou difficiles à exploiter. Alors, nous avons également le plaisir d'accueillir Salahuddin Besh, directeur du Centre de développement de l'entrepreneuriat de l'ESA, le CDE. Il apportera son expérience de l'accompagnement des porteurs de projets, de la construction des initiatives entrepreneuriales et de leur adaptation aux réalités du marché algérien. Cette rencontre nous permettra ainsi de croiser trois dimensions essentielles, l'analyse des données du terrain et l'accompagnement entrepreneurial. Sans plus tarder, Hichem, je te cède la parole. Merci beaucoup, merci aux personnes présentes. Merci à nous d'avoir pensé à moi et pour cette initiative d'organisation entre deux clubs alumni. Alors, les alumni de l'ESA font de l'excellent boulot. Nous, on vient de commencer, ça fait à peine une année. On va essayer de créer un dynamisme entre les deux clubs et surtout faire bénéficier les étudiants, que ce soit en première année ou sortant, et pourquoi pas les diplômés. Donc, pourquoi j'ai insisté sur le point de la confiance du consommateur algérien? Parce que le marché algérien se transforme au quotidien. On a assisté à une économie des années 70 où l'État gérait l'économie, à ce moment au e-commerce. Donc, transformation ont rendu le marché algérien très dynamique et concurrentiel. Par contre, il y a une chose qui n'a pas bougé et qui ne bougera jamais partout dans le monde. Si vous arrivez à obtenir la confiance du consommateur, eh ben, vous pouvez atteindre un point très important dans le marketing qui est la fidélisation. Et parmi ça, donc, j'ai pris comme exemple pour introduire le sujet quelqu'un qui a un magasin Babouette et qui arrive à mémoriser toutes les informations concernant ses clients à travers, sans aucun CRM, sans aucun logiciel. Mais cette mémorisation crée un dynamisme et crée une relation avec ses clients. Bien sûr que l'idéal, c'est que toutes les entreprises puissent faire pareil. On sait tous que c'est impossible. Si on prend l'exemple c'est Vital ou autre, c'est impossible pour qu'une entreprise puisse connaître absolument tous les clients. Par contre, on va essayer de s'inspirer de ce magasin Babloued ou ailleurs pour essayer de connaître ces données. Donc, comme premier axe, nous devons faire un constat. Ce constat a été observé à travers des années d'expérience. C'est comment comprendre la complexité de la data algérienne. Le paradoxe donc du marché algérien, c'est un marché qui est en même temps dans la digitalisation, mais aussi c'est un marché qui génère de l'informel, du commerce informel. Donc du coup, on peut pas faire une étude ou connaître
le marché algérien à travers uniquement les sites Internet comme par exemple Sijilcom, qui est un site très intéressant au ministère du Commerce. Quand on veut écouter le marché, on ne peut pas se concentrer uniquement sur le marché formel. C'est par rapport à ça qu'on parle d'une donnée qui manque. Donc, les causes profondes, numéro un, c'est le poids de l'informel sur le marché formel. Et on est en train de voir comment l'État est en train d'encourager les entreprises ces entreprises à intégrer le marché formel à travers des encouragements, des aides, des mesures fiscales et parafiscales. À travers les études que certaines entreprises essayent de faire, surtout par l'avènement des outils IA, certains vont interroger des outils IA pour essayer de comprendre le marché algérien. Et c'est une erreur fatale. Je ne dis pas que je suis contre l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle ne va que amener des informations déjà disponibles, déjà connues sur le web, et elle va faire des analyses, chose qui ne va pas forcément aider les entreprises à mieux connaître le marché. Par contre, il y a encore des entreprises qui s'intéressent au bouche à oreille et à mon sens, il vaut mieux s'intéresser aux informations qui circulent via le bouche à oreille que de se concentrer sur une IA qui va vous donner globalement ce qu'elle connaît du marché algérien. En deuxième partie, on a l'humain qui est comme substitut stratégique à la donnée. Parce que les 48 millions d'Algériens, heureusement, ne sont pas homogènes. Et malheureusement, on a trouvé que certaines entreprises basées, par exemple à Alger, pensent qu'à travers Alger, on peut extrapoler, on peut connaître tout le marché algérien. Et ça, c'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que on a, et heureusement, une différence culturelle, une différence géographique. On peut avoir dans la même journée, pendant le printemps, au Sahara, de 30 à 40 degrés, et aussi de la neige, par exemple. Donc, cette différence est importante. Donc, elle génère des besoins complètement différents dans un marché qui s'appelle l'Algérie. Donc, du coup, on ne peut pas si on veut faire une publicité, on ne peut pas faire la même publicité, sponsoriser une publicité sur tout le territoire national. Donc, il faudrait aussi, on parle énormément de confiance comme monnaie de remplacement, mais quand la data manque, le client a l'impression qu'il n'est pas écouté, qu'il n'est pas pris en considération. Et ça, c'est souvent vrai. Pourquoi? Parce qu'on laisse dans nos sites Internet des questions fermées ou alors des 5 étoiles, c'est-à-dire qu'on va remplacer un débat, enfin, la discussion avec un client, par exemple dans une pizzeria ou un restaurant, on ne va pas lui dire alors, est-ce que vous êtes satisfait du restaurant? Cette question, c'est une question pour les professionnels, c'est une question piège. Et c'est normal, quelqu'un qui vient de sortir d'un dîner, il n'a pas beaucoup de temps, il va vous dire oui, je suis satisfait, même s'il n'est pas. Donc, c'est rare qu'on trouve des réponses intéressantes à cette question. Donc, du coup, on enclenche une discussion pour essayer non seulement d'écouter le client et de lui montrer que nous ne sommes pas là uniquement pour lui vendre un produit, mais aussi nous sommes là pour améliorer l'expérience client et surtout,
essayer de lui proposer d'autres produits, d'autres services, probablement meilleurs que le premier. Et en s'améliorant, même le client va sentir ces efforts et ça enclenche une relation peut-être même amicale des fois. Le manager ou le dirigeant, comme point de réassurance, à partir des années 2000-2010, l'avènement d'Internet, les entreprises commencent à communiquer davantage sur Internet. Avant, c'était une communication à sens unique, c'était une communication où l'entreprise, comme entité morale, communiquait, et à travers l'avènement des réseaux sociaux, on a donné la parole aux managers. Et beaucoup de managers, au départ, ont hésité à communiquer, à se montrer. Par contre, quand ils ont vu que c'est un point très intéressant, ils ont humanisé ce poste. Avant, un PDG, c'était quelqu'un inaccessible, c'est quelqu'un qu'on pensait qui était très strict, qui était très renfermé, qui était impossible à accéder via un client, par exemple une doléance d'un client. On pouvait dire que c'est impossible qu'une doléance d'un client puisse arriver à un PDG. Donc, à travers ces expériences, on a lancé une sorte de transparence du top management pour créer du storytelling, pour raconter une histoire, pour raconter une expérience client, mais aussi une expérience managériale, pour que le client puisse se mettre à l'intérieur de l'entreprise. Le client va voir que, à travers les storytelling, il va voir que le produit qu'il est en train d'acheter a été conçu par toute une équipe et ce n'est pas uniquement un objet qu'il est en train d'acheter. C'est une expérience qui a pris énormément de temps pour être réalisée, si c'est des baskets, si c'est un repas, etc. Donc, il va comprendre que ce produit a demandé beaucoup d'efforts. Et même si le prix de ce produit est un peu plus cher que la concurrence, il va accepter de payer plus cher, mais dans un environnement de confiance. Et après, au niveau du débat, on va parler de confiance. Si vous n'allez pas payer un peu plus cher un plombier pour faire des travaux chez vous, de confiance, au lieu de ramener, comme on dit, le moins 10 ans et de refaire des travaux. Donc, tout le monde arrive à réfléchir de la sorte pour justement pour être dans une situation plus confortable grâce à un élément qui est, euh, qui est essentiel, qui est la confiance. La confiance aussi, euh, on peut la gagner à travers du service après-vente. Le service après-vente au niveau de l'informel, contrairement au niveau du formel, il obéit à une réponse euh, qui a été inventée par le service par le marché informel en Algérie. Trop l'eau, je vais acheter un produit, garantie marche, je vais le tester maintenant. Si vous sortez du magasin, on se connaît plus. Et là, je ne vous cache pas que les clients commencent à avoir une réticence pour acheter un produit pareil. Et donc, comme troisième partie, on va voir les méthodes, donc les méthodes alternatives pour écouter ce marché sans aller à débourser un gros budget. Beaucoup de porteurs de projets, quand j'étais, que ce soit employé au niveau des entreprises qu'on faisait des études de marché, ou alors dans ma propre boîte, me poser la question, moi, voilà, je veux me lancer, mais j'ai pas de budget pour faire mon étude. Pas de souci. Euh, je pose plusieurs questions. Parmi les questions, est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous cherchez à comprendre, à savoir où votre produit puisse être placé au niveau du marché? Si c'est oui,
vous pouvez faire vous-même votre étude de marché. Maintenant, si vous voulez rester dans un bureau et attendre que les clients vont faire la chaîne ou venir vers vous pour vous dire, pour vous donner quelles sont les améliorations à faire pour votre produit, je pense que vous vous trompez. Donc, il faudrait prendre un sac à dos et dispatcher votre étude à travers plusieurs, peut-être grandes wilayas algériennes. En général, je leur conseille d'aller éventuellement vers l'Est, au niveau Annaba, Santena, l'Ouest, Oran, Mostaganem, par exemple, et au centre, essayer de faire Alger, minimum Blida et Boumelles. Au sud, il faudrait aller minimum vers Gerdaya et Tamanrasset pour essayer d'avoir un son de cloche au niveau national et extrapolé. Je sais que les statisticiens vont me dire que ce n'est pas représentatif. Oui, ce n'est pas représentatif. Mais un porteur de projet ne peut pas avoir accès à un échantillon représentatif avec le budget qu'il a. Mais à travers ce voyage, on peut appeler ça comme voyage, parce que c'est pas une contrainte. Au contraire, il est en train de confronter son produit à un marché qui ne connaît pas le produit. Donc, il aura des personnes qui vont encourager, d'autres personnes vont essayer de lui expliquer que ce produit, oui, vous êtes sympa, mais ce produit, peut-être il coûte trop cher, donc par rapport à notre budget, peut-être éventuellement qu'il se trompe de cible ou de positionnement. Des fois, les porteurs de projets aiment bien positionner leur produit comme étant un produit de luxe, pensant que le produit de luxe, c'est le seul produit qui marche, alors que nous, on peut avoir un produit qui est entrée de gamme, mais qui peut nous apporter des merveilles au niveau de l'entreprise. C'est juste une question de positionnement. On en parlera, si vous voulez, au niveau du débat. À travers ce que j'ai expliqué, donc, on peut appeler ça des méthodes beaucoup plus dans le qualitatif que dans le quantitatif, mais légères. Parce qu'on ne peut pas aller dans le qualitatif pur, parce que aussi, il faudrait beaucoup de travail en panel, il faudrait ramener des panels de consommateurs, il faudrait éventuellement les payer. Et tout ça, à quelqu'un qui n'a pas encore lancé son projet, il va lui coûter beaucoup d'argent. Et je préfère honnêtement lui éviter de débourser autant de budget. Je préfère le consacre au niveau de la conception de ce modèle ou de ce produit MVP, par exemple, que d'aller essayer de tout comprendre au niveau du marché, parce que le marché est très complexe. Ce n'est pas uniquement le marché algérien qui est complexe. Tous les marchés sont complexes, surtout si on veut lancer un produit qui est méconnu. Le time to market, peut-être c'est un produit qui vient trop en avance ou en retard, ou alors il essaye de ramener une technologie qui existe, qui n'est pas encore prête à être utilisée en Algérie. Aussi, on a la triangulation des sources, et ça, c'est un travail qui part comme un enquêteur, qui mène une enquête pour comprendre qui a commis le crime. Nous, non. Nous, on va essayer de comprendre comment ce produit va être consommé et quels sont les éléments essentiels qui vont pousser ce consommateur à acheter, à choisir mon produit au lieu de celui de la concurrence. C'est le point essentiel. Comment? Donc, c'est la valeur ajoutée que j'ai en face à la concurrence. Donc, une fois je fais ces analyses, on peut aller au quatrième axe qui est le digital comme nouvelle source on va dire, de vérité ou d'écoute. Nous avons plusieurs méthodes pour analyser ce qui se dit au niveau du digital. Alors, pour gagner la confiance de notre client, devons-nous établir un lien, une relation plus personnelle? Et deuxième question,
Pour obtenir davantage de données de statistiques, euh, est-il suffisant d'utiliser des outils d'intelligence artificielle comme Perplexity? Pour, pour aller dans une relation presque personnelle avec le client, c'est difficile dans un domaine, euh, c'est difficile dans un domaine, on a beaucoup de clients. Le CEO de Orido ne peut pas parler comme ça, c'est pas possible. Par contre, si vous avez une entreprise, une agence de voyage ou je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, on peut avoir une relation presque amicale avec le client. C'est très intéressant. Donc, tout dépend des domaines. Mais moi, ce que je vous déconseille, c'est d'essayer de satisfaire euh, un client à travers une valeur ajoutée que vous n'avez pas. Si votre domaine d'activité stratégique, vous arrivez à le maîtriser, c'est magnifique. Maintenant, si le client va commencer à demander des choses qui sortent de votre activité, c'est dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'orienter, le guider. Si, par exemple, vous avez des partenaires sérieux sur lesquels vous pouvez compter, vous pouvez l'orienter. Mais faites attention à ce volet. Si maîtrisez votre domaine et pas plus, surtout au départ. Même après, on a vu des entreprises qui ont essayé de se diversifier. Ça a été souvent un fiasco, souvent. Hein. Et la deuxième question, aussi, tout dépend du domaine. Il y a des domaines, par exemple, si c'est des applications mobiles, etc., les IA peuvent vous aider à avoir une sorte de photographie. Par contre, si vous fabriquez de l'artisanat ou autre, je vous déconseille de vous concentrer uniquement sur l'IA. Elle peut vous donner une idée, hein, c'est pas mauvais, mais ne vous concentrez pas, ne prenez pas cette information comme étant c'est une information donc clean sur laquelle vous allez baser votre stratégie. Alors, est-ce que il y a d'autres questions ou, on continue? On enchaîne. D'accord. Un quatrième point, j'ai j'ai beaucoup de questions des fois de la part des chefs d'entreprise. Il me dit tout se fait sur les réseaux sociaux. On peut éventuellement écouter les réseaux sociaux. C'est pas faux ce qu'il dit, mais en termes de technicité, il faudrait aller utiliser le bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Et à travers ça, on doit aller vers ce qu'on appelle, nous, de l'open source intelligence. Euh, Tout simplement, c'est des outils qui vont nous permettre de scanner le web, scanner les réseaux sociaux, comme le fait un aspirateur au niveau du sol, mais avec des filtres. On va utiliser des filtres pour essayer de capter les données qui nous intéressent. Attention, quand on capte les données, il faudrait passer à une autre étape qui est l'analyse. Donc, quand on va nettoyer ces données, on va analyser ces données. Donc, on risque d'aller vers le big data. Si on a trop d'informations, quand je dis trop d'informations, via les réseaux sociaux, hein, via les réseaux sociaux, si vous avez un produit comme un yaourt Soumam, par exemple, sur lequel il y a des forums qui parlent de ça, il y a des, euh, des créateurs de contenu ou ce qu'on appelle des influenceurs qui en parlent, etc. Donc tout ça, on va le capter en temps réel. On va le capter en temps réel. Donc c'est des outils comme on appelait ça le scrapping, par exemple, pour essayer de pomper tout ce qui tourne autour du yaourt Souma, par exemple, ou un point qui nous intéresse. Mais attention, ce genre d'outils sont très bons, mais il faudrait les maîtriser. Sinon,
on va faire il y a un jargon, un mot en français, on appelle ça infobésité. Une infobésité, c'est un excès d'information. Et cet excès d'information va se retourner contre nous. En général, quelqu'un qui a besoin d'informations, il va commencer à prendre. Je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Et à la fin, il va se retrouver avec un nombre incroyable d'informations qu'il ne peut pas analyser parce que c'est des informations qui sont hétérogènes, qui n'ont pas le même sens et pas uniquement du qualitatif, pas uniquement du quantitatif. Et c'est souvent le point le plus compliqué à faire quand on a trop d'informations. Alors, Hichem, nous avons Oui, une Nja? question de Hashmi. Oui, Si vous souhaitez prendre la parole, Hashmi. oui. Sinon, je peux poser votre question. Alors, à quel point est-il pertinent d'utiliser la loi de Pareto pour quantifier un marché? Par exemple, est-il envisageable d'étudier uniquement les 20% des acteurs leaders afin d'estimer environ 80% de la taille du marché? Alors, la réponse à cette question aussi revient au domaine. Si c'est l'agroalimentaire, on peut le faire. Si c'est au niveau de l'agroalimentaire, par exemple, les producteurs de semoule, de pâtes, etc. Donc, ça, on peut faire une exploitation à travers ce que font les leaders du marché et essayer de proposer des produits, mais tout en maintenant aussi une valeur ajoutée meilleure. Par exemple, si quelqu'un va proposer la farine complète, on va essayer de proposer une autre formule de farine et on a des résultats que je trouve extraordinaires, enfin des entreprises algériennes qui arrivent à se positionner dans un marché ultra concurrentiel et c'est aussi, ils ont trouvé des consommateurs qui sont de plus en plus soucieux de la santé, donc de la consommation au niveau donc des pains comblés, etc. Ils arrivent à créer du contenu pour essayer de positionner leurs produits. Oui, à travers ça, oui. Mais la loi de Pareto n'est pas automatiquement utilisable dans tous les domaines, surtout en B2B. Il faut éviter de faire ça. En B2B, par exemple, si vous avez des producteurs de boulons professionnels, eh ben, il faut se positionner à travers ce boulon, à quoi il sert et quelle est la dimension au niveau du technique pour pouvoir le proposer. Comme conclusion, on peut, pour passer au débat, si c'est, je pense, intéressant, des points qu'on a. Donc, l'idéal, c'est de combiner ces deux méthodes, donc numérique et face à face. Et j'ai choisi comme conclusion en Algérie, la data ne manque pas. Et c'est vrai, elle ne manque pas. Elle est éparpillée entre marché formel et informel et aussi, surtout, sur nos écrans. Mais sur nos écrans, il faudrait faire plus d'efforts, plus de technicité. Nous avons des techniciens, nous avons des spécialistes. J'ai eu le plaisir de faire partie de jury et d'encadrer des étudiants de l'EDI. Ils font un boulot extraordinaire dans ce sens, du scrapping et de l'open source intelligence. Je trouve qu'ils font du très bon boulot. Il faudrait les capter, il faudrait les intéresser. Si vous êtes une entreprise, les portes sont ouvertes. Je peux parler au nom de l'EDI, je sais qu'ils ne sont pas là, mais je vous assure que les portes sont ouvertes. C'est des informaticiens de haut niveau. Il y a aussi l'école de l'intelligence artificielle aussi. Il faudrait vous connecter à leur administration et je suis sûr et certain que les portes seront ouvertes et vous allez avoir une collaboration avec des étudiants qui sont très dynamiques et qui veulent apprendre au quotidien. L'entreprise doit juste avoir un cahier des charges et savoir ce qu'elle veut. Voilà, je vous remercie. Merci Michel. Nous allons sans plus tarder avoir le deuxième intervenant, donc notre ami Salah D. Merci beaucoup, Nejla. Et je remercie aussi M. Hicham Ahmed pour son exposé très fascinant.
Et je voudrais ajouter une perspective complémentaire, celle de l'accompagnateur de porteur de projet. Donc, j'aimerais commencer par une petite question innocente à nos chers publics, à notre cher public qui est là. Combien de porteurs de projet, peut-être que vous avez rencontré, qui vous ont dit, par exemple, j'ai une excellente idée et j'ai besoin de financement. Presque tous. Parce que tout le temps, on entend ça. J'ai une excellente idée, mais j'ai besoin d'un financement. Et est-ce qu'il y a, par exemple, parmi les porteurs de projet qui ont dit, que vous ont dit, j'ai passé 2 mois à comprendre qui allait vraiment acheter ce que je propose. Moi, personnellement, dans mon expérience, dans les porteurs de projet que j'ai fréquentés, personne ne m'a dit ça. Tout le monde cherche que de financement. Et avant de parler de business plan, avant de parler de financement, de statut juridique et tout, il y a une question fondamentale que chaque porteur de projet doit poser. Est-ce que quelqu'un est prêt à payer pour ce que je propose? Donc, la connaissance du marché est considérée comme le premier investissement du porteur de projet. D'ailleurs, il y a une étude de CB Insight en 2021 qui dit que 42% des entreprises échouent non par manque de financement, mais parce qu'elles répondent à un besoin qui n'existait pas sur le marché. Donc, je peux dire que l'entreprise existe avec le client, pour le client et grâce au client. Donc, le premier point que je voudrais souligner, c'est par rapport à la connaissance de marché. Il faut que chaque porteur de projet considère ça comme son premier investissement avant d'aller chercher le financement. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est quelques erreurs fréquentes qu'on trouve auprès des porteurs de projet. Donc, la première erreur qu'on observe fréquemment, c'est de tomber amoureux de son idée. Moi aussi, j'ai commis cette erreur, mais avec du recul, on comprend que le client ne s'intéresse pas à votre passion. Il s'intéresse à un problème qu'il a. Il s'intéresse à une solution que vous lui proposez. D'accord. Donc, la première erreur à ne pas faire pour chaque porteur de projet, c'est ne pas tomber amoureux de son idée. Il faut chercher toujours la perception des clients par rapport à ce que vous proposez comme idée. Et la deuxième erreur, je dirais chercher le financement avant de valider le marché. Donc, on peut trouver par exemple un entrepreneur qui obtient un financement sans avoir validé son marché et ça, il ne fera que accélérer sa trajectoire vers l'échec, puisque le financement ne valide pas une idée, mais le marché valide une idée. Et lorsque je dis validation de marché, ça veut dire aller sur le terrain, tester votre idée et voir le retour des premiers clients. Et la troisième erreur, c'est de confondre entre intérêt et intention d'achat. Par exemple, tout le monde m'a dit que c'était une super idée. Par exemple, vous avez une idée, vous avez parlé de votre idée à votre entourage et tout le monde vous dit que c'est une super idée. C'est vrai, la famille, les amis, votre entourage vous encourage toujours, c'est humain, mais ce n'est pas la validation du marché, quoi. Donc, il y a une différence entre quelqu'un lorsqu'il vous dit c'est une super idée, c'est bien, et lorsqu'ils vous disent je suis prêt à payer maintenant au prix que tu demandes. Donc, je vais pas dire le pire ennemi, le pire concurrent du porteur de projet. Donc, n'est pas la concurrence, c'est sa propre conviction d'avoir raison avant de poser la question au marché. Donc, ça, c'est le deuxième point que je voulais souligner. Le troisième point, qui est complément à ce que Hicham déjà a parlé, c'est par rapport à l'absence de données. Donc, l'absence de données n'empêche pas la décision entrepreneuriale. Donc, il a bien souligné Hicham lorsqu'il reçoit les porteurs de projet, il leur dit si vous êtes curieux, ainsi de suite. Et comme le souligne aussi Steve Blanc, un entrepreneur américain, get out of the building. Donc, sortez de votre bureau, sortez de votre maison, sortez de votre classe, allez sur le terrain, parlez à des vraies personnes
et comme ça que vous allez observer les vrais comportements. Donc, vous pouvez par exemple interroger vos 10 premiers clients. Vous pouvez aussi tester la version la plus simple de votre projet, de votre offre avant d'investir massivement. Et la rareté des données, elle peut être considérée aussi comme une information, donc comme une opportunité pour tout entrepreneur ou bien porteur de projet pour aller au terrain, chercher le comportement d'achat réel des clients, le retour des premiers clients, l'observation directe. Tout ça deviennent des sources de données les plus fiables, comme l'a déjà surligné Hicham. Et donc, tout ce que je viens de mentionner entre dans le cadre de ce qu'on offre dans notre formation CDO ESA concrètement. Donc, au CDO ESA, nous accompagnons des porteurs de projets de toute nature, donc les PME, les micro-entreprises, les projets artisanaux, activités de service, pas uniquement les projets innovants, ou bien les projets qui peuvent aller vers une étape de start-up. Et donc, toujours notre première question, ou bien on pousse nos porteurs de projets à se poser la question. Avez-vous une preuve de terrain montrant que quelqu'un voudra vous payer pour ça? Donc, notre conviction est simple. Un projet qui n'a pas rencontré son marché n'est pas prêt. Et un projet qu'il a rencontré, même de façon modeste, même auprès de son entourage, ses amis et tout, a déjà fait le plus difficile. Donc, au CDE ESA, notre première question n'est pas comment financer votre idée, malgré que la finalité, c'est de financer votre projet, mais qui confirme que votre idée répond à un besoin réel. Merci beaucoup, Salah Eddine, pour cette mise en lumière du travail du CDE ESA et des prochaines étapes de notre belle organisation autour de l'entrepreneuriat. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement aux questions. Mehdi Hamdaoui. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous remercier, Annie, pour ce webinaire. C'était très intéressant. Les informations qu'on a apprises sont très précieuses, surtout pour les entrepreneurs. Ma question, Annie, elle est pour Monsieur Hicham. Vous avez dit, Annie, qu'il y a certains concepts ou certaines offres qui sont en Europe ou qui sont assez courantes en Europe ou là ailleurs. Et quand on doit les adapter au marché algérien, on doit faire attention est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas trop tard, est-ce que c'est pas trop en avant. Et en gros, faire attention, faut savoir, est-ce que le marché il est prêt à trouver, à commencer ou là, à appliquer de l'offre. Ma question du coup est comment savoir que le marché algérien est prêt ou non? Oui, effectivement, c'est une très très bonne question. Souvent, il faut un petit peu d'audace de la part du chef d'entreprise et il faudrait accepter, surtout s'il n'y a pas de concurrence, il faudrait accepter de jouer presque au poker. C'est vrai que par exemple, j'ai eu à accompagner l'entreprise Yassir au départ. C'était la contrainte numéro un, elle y est toujours, hein. Il est toujours, parce que les taxis en Algérie, c'est contradictoire. On vous dit, voilà, vous pouvez pas vous lancer un taxi. Les taxis ne vous prennent pas. Si c'est pas son chemin, ils vous prennent pas. Donc c'est contradictoire. Ou Mazel Kain, alors qu'ils sont autorisés par le ministère du Commerce, mais pas encore par le ministère du Transport. Pourquoi? Parce qu'il y a des licences de taxi. Mais Loukan, Yassir aurait pris une information pour les Canadiens et attendre l'autorisation du ministère du Transport. Je vais exercer mon métier. Il n'aurait jamais décollé. Donc, c'était un challenge. J'avais mentionné, ça les risques, c'est comme au niveau des pestels. Le risque était, par exemple, j'avais peur d'une grève. C'est un câble taxeur.
C'était un risque. Et heureusement, mais euh, parce que, علاش ما صراتش parce que il y a tellement de déficits, il y a tellement de besoins que tout le monde peut travailler. C'est juste parce que, c'est-à-dire les taxis sont en train de travailler maintenant, et aussi les VTC sont en train de travailler. Il suffit juste de se concentrer sur mon métier pour que je puisse bien le faire. Maintenant, il y a des propositions. Par exemple, une fois, Startup Challenge, il y a eu une proposition de la part d'une équipe, une location de la voiture. Quand vous stationnez votre voiture donc, au niveau du parking de votre boulot, l'étudiant, enfin le porteur de projet, avait proposé une idée américaine qui autorise quelqu'un à utiliser votre voiture pendant que votre voiture est dans le parking. Culturellement parlant, c'est impossible de pouvoir faire ça en Algérie. Et ça, la proposition a été faite avant que les voitures ne soient aussi rares que maintenant. Hein. C'est les voitures neuves aussi rares, les pièces, etc. Donc, imaginez maintenant. Parce que tout simplement, on a tous eu un papa ou une maman ou là, c'est-à-dire il ne faut pas toucher. Alors c'est son fils, hein? C'est son fils, c'est son propre fils. Imaginez quelqu'un qu'on ne connaît pas, à qui on va donner les clés de la voiture, il va l'utiliser pendant toute la journée et il va nous payer pour ça. C'est-à-dire culturellement, ça marche. Il y a des idées, mais maintenant, c'est pas pour décourager, hein, loin de là, hein, c'est pas pour décourager, mais c'est du cas par cas. Il faudrait essayer d'être curieux et ramener cette idée. Quand je dis curieux et pas trop méfiant, parce qu'il y a des fois des porteurs de projets qui sont tellement méfiants, on dirait qu'ils sont en train de travailler pour la CIA, ou c'est-à-dire non, c'est confidentiel. C'est vrai qu'il faut protéger. Je ne suis pas en train de vous dire vous allez tout déballer, mais pas au point de devenir parano. Par exemple, ramener l'idée, organiser, je ne sais pas, autour d'un dîner avec des gens, mais pas forcément la famille, hein, parce que la famille, ils ne sont pas objectifs. Souvent, ils ne sont pas objectifs. Ou je me proposer qu'il m'appelle Salah, donc, je me dire que c'est magnifique. Enfin, je comprends, c'est pour encourager la personne. Mais c'est très mauvais, c'est-à-dire il ne faut pas le faire. Donc, il faut ramener des amis, surtout des amis qui sont vraiment critiques. Il faut les ramener autour d'un dîner. C'est un panel. Essayez de proposer que pensez-vous de ça et si je fais ça, il faut apprendre à poser des questions et apprendre aussi à écouter, mais aussi à accepter les critiques. Parce que si vous pensez, comme l'a dit Salah, si vous pensez que le projet est parfait, vous ne pouvez pas le réaliser. C'est pas un bébé. Il faut améliorer le projet, etc. J'espère avoir répondu à la question. Saladin, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je veux poser une petite question à Hicham. Donc, j'aimerais juste savoir je ne suis pas spécialiste en marketing, à quel moment précis du parcours d'un porteur de projet faut-il intégrer un regard marketing structuré? Dès l'idée ou après une première validation sur le terrain? Alors à peu près, quelle est la meilleure étape où il doit intégrer un regard marketing sur son projet? Alors, c'est-à-dire avant la naissance du projet, il faudrait un regard totalement marketing. Parce que, contrairement à ce qu'on sait peut-être, les vendeurs de tissus au niveau de Hasiba ont un regard marketing. Peut-être que ça va choquer beaucoup de monde. Ils n'ont jamais fait d'études en marketing. Quand vous allez chez eux, eh ben, il va vous faire descendre tous les tissus. Eh ben non, 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 je suis là pour ça. Il vous montre que ce produit est vôtre. Donc, c'est déjà un esprit marketing. Si vous n'avez pas ça, c'est difficile d'aller loin. Donc, il faudrait, au départ, avoir un esprit axé sur le client. Merci beaucoup, Oui, Hicham. avec plaisir. Alors, monsieur Solé, est-ce que votre micro fonctionne?
concernant la rareté de données, c'est vrai, j'avoue qu'il y a vraiment un problème de collecte de données pour les porteurs de projets lorsqu'ils souhaitent étudier le marché, beaucoup plus pour les porteurs de projets qui sont au début de l'activité, car les entreprises, peut-être, ils ont des moyens et peuvent se traiter cette tâche pour des agences de sondage, etc. La meilleure manière, en fait, dans le cas de rareté de la donnée, de l'information, c'est de créer la donnée elle-même ou de l'information en utilisant des études de marché. Monsieur Hicham Baba Ahmed est bien placé pour, en fait, dans ce domaine, car il a géré une entreprise d'études de marché. Ma question, Hicham, concernant l'ONS, car vraiment la rareté des informations et des données est un sujet sensible. Je veux citer l'exemple de l'ONS, l'Office national des statistiques. À chaque fois, le gouvernement met l'Office des statistiques sous la tutelle d'un ministère. Une fois, le ministère des Finances, ministère des Statistiques, etc. Je veux en fait votre avis concernant l'ONS et les données, les statistiques concernant l'économie algérienne d'une manière générale. Monsieur Salah a mis le lien de CGILCOM sur le chat ici, sur la discussion. En fait, j'utilise cette plateforme, elle est excellente et à chaque fois que je forme des porteurs de projets, je donne cette information qu'il y a une base de données, une plateforme. Elle n'est pas gratuite, elle est payante. Peut-être pour les débutants à un prix symbolique 3000 dinars année pour accéder à plein d'informations concernant les entreprises, les activités, les adresses, etc. Ça, c'est la première partie concernant l'intervenant Hicham. La deuxième partie concernant l'intervenant Salah. En fait, je souhaite bon courage à Salah pour la gestion de centre de développement de l'entrepreneuriat à l'ISA. Moi, j'étais formateur au CDE de Polytech, Polytechnique Al-Harrach. J'ai assuré environ 5 à 6 sessions dans le sujet numéro 2, l'activité marketing des entreprises. J'avoue que les porteurs de projets cherchent toujours le financement. À chaque fois, on pose la question, ils cherchent. J'ai posé la question à un porteur de projet. Le projet, c'était un atelier de couture. Et parce que, en fait, Aix-en-Sège, actuellement, NISDA, le plafond, c'est 1 milliard de centimes. Il demande 1 milliard de centimes. Malgré, si on fait une étude financière pour le projet, pas plus de 300 millions de centimes, mais toujours les porteurs de projets ils cherchent à demander le plafond. J'avoue que en fait, l'idée, c'est la matière grise de projet, pas le financement. Est-ce que le porteur de projet aime le projet? Est-ce qu'il est prêt à combattre pour réaliser son projet, etc. Voilà, c'était une remarque concernant en fait le truc le plus important, est-ce que c'est l'idée ou le financement lui-même. Merci encore une fois à l'animatrice, les organisateurs et mes chers collègues intervenants. Merci. Merci, professeur Ferry. Alors, je rappelle qu'il est enseignant avec nous à l'école des hautes études commerciales, très apprécié par les étudiants. Qui est vraiment à l'écoute des étudiants et qui les aide. Effectivement, l'ONS fournit des données, mais c'est vrai que leur méthode pour l'acquisition des données économiques reste encore, ils utilisent encore des courriers à envoyer aux entreprises pour répondre à des questions, à des questionnaires. Alors, une fois, j'ai croisé en 2016 un questionnaire fait 96 questions. C'était une question. C'était سؤال. Alors, une entreprise, même de taille moyenne, ou les entreprises, les grosses boîtes, etc. 96 questions, c'est très rare de trouver quelqu'un qui va se poser et qui va commencer à cocher sur les 96 questions. C'est très rare. Donc, du coup, je leur conseille ils sont au top des analyses. Hein. Je maintiens, c'est-à-dire les équipes qui travaillent au niveau de l'ONS, c'est des grands statisticiens que je respecte beaucoup. C'est des grandes, enfin, non, franchement, hein, mais
la méthode d'acquisition des données doit changer. Sinon, actuellement, il n'arrive pas à couvrir le territoire national, mis à part la déclaration qui se fait via le NIS, le numéro d'identifiant statistique, qui passe par eux. Sinon, les données ne sont pas vraiment intéressantes. Voilà, c'est mon avis. On utilise ces données, mais elles ne sont pas complètes sur le territoire national. Merci. Merci, Hicham. Alors, reprenons un petit peu aussi le commentaire qui avait été fait par notre ami Hadi Hamma. Nous parlions la semaine dernière sur le marché africain. Et effectivement, nous parlions de cette difficulté à trouver des données. Et il parlait effectivement aussi de possibilités, d'opportunités marché assez importantes. Comme nous le disions, Salahuddin et Hichem aussi, sortir, s'intéresser au marché, c'est aussi avoir un avantage concurrentiel. Donc, Monsieur Lelmy, votre question, s'il vous plaît. Oui, alors bonsoir tout le monde. Merci avant tout pour ce webinaire très intéressant. C'est d'ailleurs moi la question qui a été posée, elle me taraudait depuis quelque temps. Et voilà, donc quand j'ai vu le webinaire, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, pour faire court, j'ai une question à poser à Monsieur Hicham Bab-Ahmed, vu son expérience. J'ai un client en ce moment sur lequel on travaille depuis un temps, donc on a le challenge de la data et donc on est dans la vente de détail, e-commerce. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a adopté une méthode de travail, c'est que chaque 2 semaines, on s'est réunis entre les community managers, on fait un meet, community manager, service des ventes, media buyer, la créa, et on essaie d'avoir l'information, de faire remonter l'information à partir des équipes qui sont sur le front, community manager et les ventes. Donc ça nous permet d'alimenter un peu notre programme, d'orienter notre message de créa et aussi de faire nos stratégies de media buying. Il y a un mois à peu près, j'ai eu l'initiative, j'ai lancé un sondage sur Internet dans notre, dans notre écosystème de clients. Donc on a utilisé uniquement les moyens organiques, c'est-à-dire nos pages Facebook, les réseaux sociaux. On n'a pas fait d'investissement de sponsoring sur le sondage, qui est une enquête client de 23 questions. Et la question qui me revenait, donc ça me servait à alimenter un peu la data et de comprendre un peu plus le marché et le client. Et on a une participation de 2000 réponses sur le sondage. Et je sais que Hicham Bab-Ahmed, il a une longue expérience, le sondage. D'ailleurs, Hicham, tu avais, je pense, une application qui gérait ça, c'était Asho, et bon, que malheureusement n'est plus. L'expérience sur 2000 réponses qu'on a après nettoyage, on est tombé à 1900. Est-ce que c'est un échantillon qu'on peut considérer valable ou bien c'est un échantillon moyen ou là, l'expérience bon, nous sommes dans l'e-commerce et la vente au détail. Merci, monsieur Atek Saha Karim, pour la question. Effectivement, j'avais une application de sondage au niveau de l'entreprise que j'avais. 2000 répondants, pour moi, c'est bien. Maintenant, l'idéal, c'est d'avoir à peu près 2000, c'est de les avoir comme des partenaires réguliers. C'est-à-dire chaque 15-20 jours, avoir la température de terrain. Surtout si c'est les 2000, les 2000, c'est des clients e-commerce, donc ils ont déjà effectué l'acte d'achat ou l'intention d'achat. C'est très important.
pourquoi je dis que c'est très intéressant? Parce que si je prends ces 2000, j'aurais eu une difficulté à les atteindre si je lance un questionnaire juste comme ça sur Internet. Je peux avoir même 60 000 réponses. Les 60 000 répondants, s'ils n'ont jamais fait une action d'achat ou une intention d'achat en ligne, c'est pas intéressant. Donc, je préfère dire que l'échantillon, je ne connais pas les détails au niveau de l'échantillon, c'est normal parce que c'est au niveau de l'entreprise, mais je vous le dis, c'est très intéressant. Une parenthèse que j'aimerais ouvrir aussi, j'invite les entreprises et les porteurs de projets à éviter d'utiliser Google Forms. Il y a des logiciels open source qu'on peut utiliser, qu'on peut installer sur le VPS, sur les serveurs. Pourquoi? Parce que les données doivent appartenir, je parle en général, hein, doivent appartenir à l'entreprise. Si c'est des données, et c'est des données confidentielles, hein, données confidentielles. Je ne parle pas des données, par exemple, qui sont régies par la loi, ça c'est autre chose. Mais si on connaît la consommation de la personne, etc., les intentions d'achat et tout, c'est dommage de les mettre sur Google, honnêtement. Je parle même aussi aux étudiants et aux porteurs de projets, hein. Google offre des solutions. Je ne suis pas contre Google, je sais que c'est un géant, mais nos données doivent rester ici en Afrique. Je suis pour la défense de la souveraineté des données et à travers les questions. Oui, Karim, je pense que. Non, vas-y, Sidi Ahmed. Après, j'ai juste Voilà. une autre petite question. Vas-y, continue. Donc, pour répondre à la question, c'est-à-dire pour 2000, la seule condition, essayer maximum d'avoir ces 2000 réguliers. C'est-à-dire les entreprises qui font c'est-à-dire une étude par an, je vous assure que c'est très mauvais. Une étude par an, des fois, une étude chaque 2 ans, c'est vrai que ça coûte cher des fois, mais actuellement, l'étude est devenue un baromètre. C'est-à-dire le tableau de bord au niveau de l'entreprise doit comporter des KPI de chez le client et pas uniquement des datasets qu'on amène sur le site, etc. Merci. Bon, pour Google, je comprends très bien le point de vue de Hicham. Je suis tout à fait d'accord. Bien que le sondage Tana, il était dépersonnalisé, mais c'est vrai qu'on donne de la data gratuite. Malheureusement, les outils Google Forms, c'est traditionnel. Mais on devrait. On a programmé de faire ce type de sondage tous les 6 mois. Là, je change un peu de mon idée après la réponse et sinon, pour les 2000, c'était à 50% des clients qui ont déjà fait des achats et le 50% restant, c'est des clients qui ont eu au moins un contact avec les réseaux sociaux. Donc, on est peut-être on a eu de la chance de tomber un peu sur, disons, une meilleure qualité. On n'a pas eu de participants en dehors de l'écosystème parce que justement, on n'a pas fait de sponsoring pour ne pas avoir mélangé les audiences. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci pour ta réponse, Hicham. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Karim. Alors, j'ai mis le nom Line Survey. Alors, c'est un logiciel open source qui est installable sur serveur. Il est paramétrable, qu'on peut utiliser sur le serveur. Je l'utilise aussi. Et toutes les données restent sur le serveur. Je conseille toutes les entreprises algériennes, africaines, peut-être même les entreprises étatiques, hein, qui ont un petit serveur. Je parle pas, on n'est pas en train de parler des data centers, hein, c'est un petit serveur. Il est installable, paramétrable, très facilement paramétrable sur le serveur. Voilà. Nous prenons
exceptionnellement, une dernière question de Monsieur Boumral. Et effectivement, c'est que vous avez résumé en disant que le vendeur de tissus a intériorisé, a intégré quelles sont les attentes des consommateurs. Donc, dans les faits, parce que réaliser une étude technico-économique dans les règles de l'art, c'est pratiquement même impossible pour les grandes entreprises parce que déjà le cadrage économique fait défaut et c'est pas évident, ça demande beaucoup de temps et actuellement les gens ne répondent pas. C'est-à-dire que ceux qui sont lancés dans les enquêtes, il y a un grand souci de non-réponse. D'accord? Quand vous n'avez pas les données, par exemple, du recensement de la population qui vous permet de construire des échantillons représentatifs de ménages, sur quelle base vous allez faire des enquêtes ménages? Vous n'avez pas de référence. Donc, il y a un grand problème. Donc, à un certain moment, il faut que le porteur de projet doit se lancer dans l'expérimentation. Son retour d'expérience personnelle des premiers mois va lui permettre de faire d'une manière implicite sa propre étude de marché. Il n'a pas d'autre alternative. On parle des petits porteurs, hein. On ne parle pas des grandes entreprises. Effectivement, pour l'ONS, ils sont encore sur des méthodes. Moi, je suis socio-économiste, donc j'ai fait l'INPS et la plupart des effectifs de l'ONS sont de l'INPS. Donc, je connais très bien leur méthode de travail, ils sont conscients. Pour la question de l'ADMI sur l'échantillon 2000, comme il a dit Ahmed, c'est excellent déjà. D'abord 2000, déjà c'est bien, c'est excellent, parce que généralement quand on dépasse 400-500, on a des petites tendances pour des marchés locaux, hein. Mais effectivement, comme il a dit Hicham, il faut avoir un panel cylindré. C'est-à-dire que seule la répétition dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que refaire cette enquête chaque trimestre et dans des zones différentes, permettrait de faire ressortir des trends. Et c'est ce trend-là, ce noyau de répondants, quand vous allez questionner à chaque fois 3400 personnes, vous avez 700-800 réponses, ce noyau de 700-800 réponses sur lesquelles vous pouvez fonder une décision. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Boumral. Le mot de la fin. Merci Najla. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous, pour votre professionnalisme, pour les choix réussis des webinaires, pour vos efforts. Je remercie aussi M. Hicham Bab Ahmed pour la qualité de la présentation, pour ses insights, qui étaient très intéressants, et je suis ravi d'échanger avec vous. Et je remercie aussi M. Kharri, je suis content de le voir présent ici, et pour son intervention. Et je dirais que le CDE est ouvert pour non seulement pour les étudiants de l'ESA, mais aussi et surtout pour les alumni, non seulement les alumni licence master, mais aussi les MBA, l'exécutif MBA, et aussi les profils externes qui souhaitent candidater ou bien passer la formation de centre de développement de l'entrepreneuriat ici à l'ESA. Voilà. Merci, Salah. Merci. Nickel. Dernier mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Angela. Merci aux participants. Je sais que 1 heure, je pense que ça ne suffit pas. C'est vrai que c'est un sujet qui est très, très important pour les entreprises. Je remercie les intervenants aussi, Monsieur Boumral, professeur Khairi, Karim aussi, et Salahdine aussi pour la qualité des propositions et tout. Donc, j'invite les participants, que ce soit qui sont de l'INC ou autres, à nous suivre, à suivre IHEC Global Network. Pourquoi pas créer un réseau national des personnes qui sont intéressées par les statistiques, et ça sera une force d'écoute du marché parce qu'on est éparpillé à travers le pays. Et ça sera une sorte de panel, pourquoi pas aider les entreprises, les porteurs de projets aussi, les sensibiliser à ce que l'idée c'est bien, mais connaître où mettre cette idée sur le marché, c'est mieux. C'est comme un arbre. On ne peut pas planter un arbre pour tout. C'est à peu près ça. Merci beaucoup. Comme ça. Khalid Abdeldaïm, qui est donc président de IHEC Global Network. Merci Nejla. Donc, je tiens à remercier tous les participants pour cette première initiative pour IHEC Global Network, quoique pour ESA Alumni, c'est la 3e, donc c'est la 3e série, donc la 4e. Donc,
Donc, le meilleur reste à venir pour nous. Donc, on est en train de travailler sur toute une série de webinaires sur des thématiques diversifiées et diverses, donc, dans des sujets différents qui intéressent les diplômés, qui intéressent les étudiants, qui intéressent toute la sphère économique en Algérie. Donc, merci à Nejla Grib, merci pour l'organisation, merci aux intervenants pour la présentation de qualité, Hicham et Sarah Din. Donc, je lance d'ici un appel, restez connectés avec nous. Il y aura beaucoup d'autres thématiques qui sont programmées et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore une fois. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci Farid. Donc, nous tenons à remercier très chaleureusement Hicham Bab Ahmed pour la richesse de son analyse, les exemples partagés et les clés de compréhension qu'il nous a apporté sur le consommateur algérien, notamment dans un contexte où les données restent parfois rares, comme nous le disions, fragmentées ou difficiles à interpréter. Merci également à Salahuddin Nebech pour son regard complémentaire, directement nourri par l'expérience du CDE ESA et par l'accompagnement concret de porteurs de projets. Donc, cette approche terrain nous rappelle combien il est essentiel de confronter les données à la réalité du marché et aux besoins des entrepreneurs. Alors, ce webinaire illustre parfaitement l'intérêt de réunir nos deux communautés, ESA Alumni et IHEC Global Network, afin de croiser les expertises, de créer des passerelles et de proposer des échanges utiles autour des enjeux économiques et entrepreneuriaux en Algérie. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci de la qualité de vos questions et de l'échange. Nous remercions toutes les équipes mobilisées. À très bientôt pour un prochain webinaire.